Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Comme d'habitude, on commence avec le Fear and Greed Index, actuellement à 11 dans l'extrême peur, le Social Index toujours bloqué à fond sur Up et le Market Order Flow actuellement en recherche de vente. Pour tous ceux qui commencent à avoir la gorge nouée, je vous conseille de prendre du recul, dézoomer vos graphiques et n'oubliez pas, la clé de la réussite, c'est la patience. Je vous souhaite une excellente vidéo, c'était Zap Crypto. Problème, les niveaux pour le moment sont en train de lâcher les uns derrière les autres, donc à mon avis on va aller beaucoup plus bas. Donc pour revenir au Bitcoin, c'est d'un point de vue long terme entre guillemets, donc de toute façon il est baissier puisqu'il est sous sa Kijun mensuel, donc là il n'y a pas à tortiller, il reste baissier. Si on le met en mensuel, voilà ce que ça donne. Donc, comme je le répète depuis quelques vidéos, il n'y a rien comme support avant les 10 160. Alors, je sais que ça ne plaît pas à certaines personnes, mais c'est quand même la réalité. Donc, si on descend un peu en diagonale avec la lagging span, on pourrait envisager un support sur ce niveau-là, qui correspond aux bougies ici à 11 600. Mais voilà, les 10 000, je veux dire, ne sont toujours pas une absurdité. C'est dommage. Donc là, on a bien les 3 bougies rouges. Maintenant, 3 bougies rouges, quelquefois, il faut les compter à partir de la cassure. Ça veut dire qu'on en aurait une rouge ce mois-ci et on n'est que le 13 juin, donc ça peut encore descendre. On peut au moins aller chercher ce niveau-là, ici, le haut de cette bougie-là à 20 000, on va dire. Et puis après, on peut avoir encore une 3e bougie. Bon, là, c'est de la haute extrapolation qui ne présente pas grand intérêt. Donc, pour le moment, on part du principe qu'on va chercher les 23 000, parce qu'on est ici et on a 23 650, donc je pense qu'on va y aller. Est-ce que sur le Bitcoin, on est sur l'opportunité d'une vie ou bien road to zéro? Alors déjà, oui, l'inflation, combien? 8%, un truc comme ça, enfin plus haut depuis 40 ans, aux USA c'est terrible. Mais comme d'hab, c'est toujours pareil, ici crash final de l'économie, grand reset, ici crash final de l'économie, grand reset. Ici c'est pareil, c'est toujours pareil depuis des années, c'était même pareil il y a encore 20 ans, 30 ans, 40 ans en arrière, tout le monde disait ça y est, c'est terminé. Big crash oui, mais est-ce que c'est vraiment le crash road to zéro? Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Dans tous les cas, historiquement, on voit que c'est plutôt des zones de recharge, surtout sur le SP500, puisque le Bitcoin n'existe que depuis 2009. On voit que c'est plus une zone de recharge qu'une zone de capitulation road to zéro. Adieu Bitcoin, adieu SP500, bonjour les insectes. Est-ce que dans cette vidéo, je vais vous parler d'un énième bottom? Hop, on a pété celui-ci, on cherche un plus bas. Hop, on a pété celui-ci, on cherche un autre plus bas. Hop, et ainsi de suite, on fait des escaliers. Non, d'accord, ce bottom ici, le EMA 200, ça fait depuis le cours que je vous parle de cet EMA 200 ici. Le cours, je l'ai fait en décembre. En décembre, le prix, c'était ici vers les... On était vers les 55 000, d'accord, dans cette zone-là, donc c'était très haut. Et depuis cette zone-là, je vous parlais de cette zone de recharge ici qui est sur l'EMA 200. Actuellement, l'EMA 200 est vers les 22 736 $. On a également ici le Shoppiness Index qui est déchargé, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il aura besoin de se recharger pour refaire un gros move ici, donc peut-être range pour recharger, ensuite beam to the moon. Ou bien, qui sait, to zero, hit the bucks, voilà. Et un marché dans lequel il y a autant de leviers, bon bah ça peut vite se finir en catastrophe et en bain de sang. Et du coup le bain de sang pour moi ça serait vers les 13 000 $. J'annonce pas un Bitcoin à 13 000 encore une fois. Parce qu'il y a des gens qui vont commenter oh là là il a annoncé les 13 000, quel débile machin. Non. Parce que si ça n'arrive pas, il y a certains débiles du coup qui vont dire ah il a annoncé 13 000, j'annonce pas 13 000 $. Je dis juste que c'est une possibilité qu'on est en mars 2020 parce qu'en termes de levier ce marché n'a jamais été aussi leveragé et ça peut se finir littéralement malheureusement dans un bain de sang. Quand il y a trop de leviers c'est généralement comme ça que ça se termine, ok? Mais j'annonce pas encore une fois comment dirais-je, la catastrophe et les 13 000 $. C'est une éventualité, ok? C'est un warning. En gros, si le Bitcoin va à 13 000, c'est pour les plus débutants, c'est là où je veux en venir, c'est que le Bitcoin, c'est pas que le Bitcoin est mort. C'est que en gros, sur les contrats dérivés, on a trop de gens qui ont mis du levier, qui se font liquider, c'est ce qui, en gros, imaginez un domino. Dites-vous que ici, c'est comme si on avait lancé un domino et tous les dominos, ils tombent un à un. Bah, c'est des cascades de liquidation, c'est pareil. Monsieur A se fait liquider, donc Monsieur A, ça fait une vente au marché, ce qui fait baisser le marché, ce qui déclenche la liquidation de Monsieur B. Monsieur B fait baisser le marché parce qu'il se fait exécuter sa liquidation, qui déclenche la liquidation de Monsieur C, etc. jusqu'à Z, donc toute la chaîne est liquidée, c'est ce qui fait que tac tac tac, c'est comme un domino, il y a tout qui tombe d'un coup, et hop, et après on remonte très vite. En gros, c'est juste une cascade de liquidation, un peu comme mars 2020, où on regarde mars 2020, mais voilà. On a eu une surexposition en termes de levier, par exemple pour l'époque. Ici, j'ai pas les chiffres, c'est dommage, si j'avais eu les chiffres, ça aurait été très intéressant, mais j'ai pas les chiffres. Mais ici, des gros funding positifs, beaucoup de leviers, etc., etc. Donc,
bon, bah, la liquidation de Monsieur A déclenchée de Monsieur B, etc. jusqu'à ce qu'on ait voilà, une bougie qui fait de 8000 jusqu'à 3800 $ en 2 jours. Je dis pas que ça va arriver, ça arrive quand il y a trop de leviers. Ok. Pareil, quand on a des short squeeze, quand il y a trop de shorters, bon, on défonce ça au nord. C'est juste que quand ça va au nord, généralement les gens sont contents. Quand ça va au sud, c'est vite la catastrophe. Ok. Autre chose aussi très importante justement, il y a au niveau du VIX, comme j'expliquais, le VIX est en tendance, c'est quelque chose de quand même assez rare, comme j'avais expliqué plusieurs fois, je vais enlever ça, excusez-moi. Quand je parle de tendance, c'est qu'on a des plus bas toujours plus hauts, et là on a une zone de compression qui est en train de se former ici, hein, comme un triangle ascendant. Je fais pas forcément d'analyse technique sur de la volatilité, mais là j'en fais puisqu'on est, ça en développe actuellement justement des niveaux, parce que normalement le VIX c'est quelque chose qui pop puisque c'est basé sur de la volatilité implicite et pas sur de la performance des résultats d'une entreprise par exemple, et donc du coup c'est vrai que je regarde ça là actuellement puisqu'il y a quelque chose qui se forme et qu'il faut prendre en compte. Donc un VIX comme ça qui n'arrive pas à casser ses plus bas ici, pour moi ça démontre qu'il y a quand même pas mal d'anxiété et quelque chose qui peut se préparer. Et si on casse ce niveau ici, là, le niveau ici de résistance assez majeur, là, dans les 35-36, si on passe au-dessus, ça peut descendre de 500-600 points sur le SP500, dépendamment jusqu'à où on va. Et du coup, oui, il y a un commentaire qui revient souvent, c'est « Ouais, mais à cause du levier, c'est bon, il n'y aura plus jamais de bull market ». Non, puisque les bull markets se font quand les gens sont biaisés, et surtout quand il y a de la demande. Un marché peut monter quand il y a beaucoup d'acheteurs. Enfin, quand il y a même des gens qui longuent, ça peut arriver. Okay, ça, par exemple, là, il y avait beaucoup de mecs qui étaient longs sur les contrats dérivés aussi. Hein. Bon, il y en a beaucoup qui ont shorté tout ça, et du coup, qui ont shorté aussi cette montée. Là, ils ont commencé à retourner leur veste en termes d'order flow. On estime que les gens ont commencé à passer boule vers les 25-30 000 $. Là, il y a eu la dernière poussée, puis après, on a liquidé les acheteurs. On a eu une dernière poussée, et puis bon, après, là, les gens sont boule, lâche pas l'affaire, bullish. Donc, du coup, c'est ce qui fait qu'on s'occupe de les liquider à fond. Mais quand il y a une demande extrêmement importante, qu'il y a de la smart money qui pousse le marché, qu'il y a des acheteurs sur les contrats dérivés, il n'y a pas de problème. Mais là, ce qu'il faut vous mettre en tête, c'est que l'intérêt du marché crypto il diminue, il y a de moins en moins de demandes côté spot. Okay, donc là, des gens qui achètent vraiment du Bitcoin, là actuellement, dites-vous que l'intérêt il diminue, il y a de moins en moins de traders qui sont intéressés par les crypto-monnaies, et les traders actuels vont se positionner sur les contrats dérivés et vont long avec levier. Ça, c'est pas un environnement dans lequel le marché augmente. Le marché augmente quand il y a de l'intérêt, justement, qu'il y a de beaucoup de nouveaux investisseurs, ce qui fait que la demande augmente, et même s'il y a des gens qui spéculent sur les contrats dérivés en long, il n'y a pas de problème, puisque de l'autre côté, il y a des investisseurs qui poussent le prix. Mais quand tu es dans un marché où les investisseurs ne poussent pas le prix, et que les seuls mecs qui trade sont des spéculateurs avec levier, et que cette majorité est en long, c'est ce qui fait qu'on a un marché qui aura plus de facilité à dumper. Et pour l'instant, la smart money n'est pas intéressée pour pousser ce marché. Par exemple, je vous montre une data très simple, le quote, sur le contrat futur, qui montre comment est exposée la smart money sur le Bitcoin. Je vais vous montrer ça, donc là c'est le dollar index, on s'en fout un petit peu. Sur le BTC par exemple, on est proche de 0, ce qui veut dire qu'actuellement la smart money n'est pas intéressée pour trader le Bitcoin. Là par exemple, on est sur des valeurs très proches de 0, on est à 39 490. Donc ils ne sont pas intéressés. Par exemple, quand ici on est sur des valeurs très faibles, enfin très élevées, 3000, 4000, etc. Là, ça veut dire que la smart money est très intéressée par les crypto-monnaies, c'est ce qui fait que justement, ils sont à l'achat et ils poussent ce marché au nord. Mais là actuellement, quand on regarde, depuis grosso modo janvier 2022, ils sont plus intéressés. Et du coup, le prix, il descend. Elon Musk a envoyé un email à tous les salariés de Tesla pour annoncer une réduction des effectifs de 10% le 2 juin à cause d'un mauvais pressentiment sur la santé de l'économie. Juste auparavant, Jamie Dimon, le patron de la grande banque américaine JP Morgan, a annoncé publiquement le 1er juin qu'il s'attendait à un ouragan sur les marchés financiers. Il a prévenu que la JP Morgan s'en tiendrait à une gestion prudente de ses actifs et il a également recommandé à tous ceux qui l'écoutaient de se préparer. Ces deux annonces se sont faites sans que leurs auteurs n'expliquent en profondeur pourquoi ils s'attendent à une crise économique et financière de très grande ampleur. Charles Gave a également publié un article sur l'Institut des Libertés titré « Tous aux abris ». Aujourd'hui, chose inhabituelle, cette vidéo est dédiée à un article de Didier Darcet qu'il a publié pour GAFCAL IS et qui a été envoyé à tous les clients de GAFCAL, soit les plus grands décideurs de la planète en matière de finance. Notons que l'écriture de cet article s'est terminée le 31 mai pour une publication le 1er juin sur le site de GAFCAL IS, soit avant les annonces d'Elon Musk et de Jamie Dimon. Avec cette vidéo, vous bénéficiez donc du même niveau d'information que les personnes les mieux renseignées au monde. Aujourd'hui, je vous explique précisément
par quel bout l'économie et la finance sont en train de lâcher, et pourquoi tous ces grands esprits pensent que nous faisons face à une crise violente. Bridgewater est le premier hedge fund mondial, 230 milliards de dollars, et lui voit l'entrée en stagflation, c'est-à-dire une inflation élevée et une croissance faible. Il privilégie logiquement les valeurs défensives qui offrent des dividendes régulièrement, comme Coca-Cola, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, McDonald's, Walmart, Costco ou encore Starbucks. Il parie aussi sur une chute des obligations d'État, et ce dans les grands pays développés. Donc c'est ça l'avantage du Bitcoin, c'est que ça vous libère du système bancaire. Ça vous libère pas de payer vos impôts, de déclarer ce que vous avez déclaré, parce que ça, ils peuvent vous coincer, mais ça vous libère complètement, vous bypass, vous faites l'impasse sur tout le système bancaire, vous n'en avez plus rien à foutre. C'est pour ça qu'il y a un problème, c'est que je pense qu'à un moment, l'État sifflera la fin de partie. Mais il pourra pas. Tu pénalises les transactions. Comment le faire? Si, puisque tu peux suivre les transactions, tu peux les pénaliser. Donc, oui, tu peux les pénaliser quand elles redescendent sur Terre. Mais tant qu'elles restent tant qu'elles redescendent là, tant qu'elles restent là-haut. Mais penser que le Bitcoin va devenir le système mondial de monnaie... mais c'est pas un système mondial, c'est un système mondial de paiement. Oui, je pense que ça s'arrêtera à cause de ça. Possible. Je pense que l'État, à un moment, malheureusement, fera le... Mais il y a déjà deux États. Il y a le Salvador. Oui, tous en même temps. Je pense que tous en même temps le feront. Après, je te dis, il y a des choses qui serviront à quelque chose, qui seront intéressantes. Il y en a. On le sait, qu'il y a des choses qui se développent en ce moment, qui sont viables et intéressantes. Mais c'est exactement comme Internet. Enfin, je veux dire, quand Internet est arrivé, tout le monde ne jurait que par ça. Tout le monde annonçait que on allait tout faire par Internet, que c'était bon. On fait malheureusement tout pour une certaine partie. Y compris envoyer des trucs de télévision. Maintenant, tout passe par Internet. YouTube, tout ça passe par Internet. Sauf que tu as des centaines de boîtes qui sont allées au tapis. Des centaines de boîtes qui sont allées au tapis. Non, mais je dis pas que c'est grave. Je dis simplement que chaque innovation technologique fait la même chose. Mais quand la voiture a été créée aux États-Unis, il y a 600 constructeurs automobiles qui sont... il en reste 2. Oui. Mais ça s'appelle la création destructrice. Mais c'est tout ce que je dis. Alors, je dis simplement que sur les milliers de crypto-monnaies que tu as aujourd'hui et d'expériences crypto, tu en auras peut-être quelques-unes, 10, 20, 30, j'en sais rien, qui survivront, et le reste qui ira au tapis, et avec des gens qui ont rêvé de devenir riches rapidement avec ce truc. Je vais être franc. S'il tombe à 2K le Bitcoin, je vais avoir un peu peur. Ouais, il y a de quoi bégayer quand même. Hein. À 2K. Déjà, même à 20K, on. Non, 20K, j'aurais pas peur du tout. 13K, j'aurais pas peur du tout. S'il se rapproche des 10, je vais commencer à baliser parce que je pense que si on casse les 10 000 sur le Bitcoin, ça peut être très 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 dangereux sur le marché des cryptos. Je pense qu'il faut que. Moi, je pense sincèrement qu'il faut que tu arrêtes de penser et que tu laisses ça à ceux qui savent. Ouais, c'est vrai. Bon. Parce que ça peut te porter préjudice si tu continues. Merci. Donc. Et toujours à la Consensus 2022, on a Mike Novogratz qui s'est exprimé sur un potentiel retour du bull market pour le 4e trimestre de cette année. Et pour rappel, Mike Novogratz est le PDG de la société Galaxy Investment Group qui se concentre sur les investissements en crypto-monnaie. Et donc Novogratz a déclaré que selon lui, les cryptos ne repartiront pas tant que la Fed ne relâchera pas la pression sur la politique monétaire qu'elle pratique actuellement, et il s'attend à ce que le marché crypto touche le fond avant le marché des actions. Et il espère un relâchement de la Fed d'ici le 4e trimestre, et à ce moment-là, le Bitcoin devrait se découpler des actions et finira par mener le marché. Et il faut savoir que c'est pas parce que le passage en Proof of Stake a pris des années que la suite va prendre des années aussi. Le passage en Proof of Stake a pré-mâché énormément de travail pour la suite, et j'ai mentionné encore plus tôt, mais ça a instauré les fondations pour que toute la suite se passe bien. Et donc, c'est vraiment une étape majeure, et c'est pour ça qu'on l'attend autant. C'est pas juste on change de validation et on consomme moins d'énergie, c'est vraiment on met les fondations pour tout le reste, et énormément de recherche a été fait pour la suite. Et donc, ça va être super intéressant, et je pense que la roadmap va vraiment ne pas s'accélérer. Je veux pas mettre de pression sur les core devs, mais ça va être super intéressant à observer. Il va se passer plein de choses dans les mois et dans les années à venir. Tu mets ton argent.
Tu mets ton argent pour gagner 18,63%, d'accord ? Merci. Et t'es payé de façon hebdomadaire. Sauf que là, il y a une news, il y a Celsius qui vient de te dire un mémo. Alors, il a fait un mémo. Un petit mémo de Celsius qui dit, bah écoutez les gars, on va cesser les retraits d'argent. Mais c'est pour vous protéger, vous, la communauté. Donc en gros, ils bloquent tous les transferts d'oseille, tous les retraits, ils bloquent toutes les transactions et ils te disent non mais c'est pour vous protéger et protéger le capital. C'est les mêmes qui disaient que les collatéraux de leurs clients, ils étaient utilisés à leur fin perso, c'est ça, hein, c'est la même équipe, c'est Celsius. Dont on parlait il y a quelques jours. Il y en a un qui est parti à Vegas, tu vois, c'est lui là, il est en train de revenir dans le métro, il a tout mis sur le rouge. On avait parlé de ça vendredi ou jeudi je crois, on avait dit que ça commençait à sentir un peu le roussi chez Celsius et on avait expliqué pourquoi. On avait donné les détails, comme quoi une partie de l'argent des utilisateurs était utilisée à des fins plutôt, on va dire, personnelles, semi-personnelles, mais en tout cas ils s'amusaient avec l'argent des gens et qu'ils n'avaient plus la liquidité nécessaire pour pouvoir rembourser tout le monde s'il y avait les retraits massifs. Et c'est ce qui se passe. C'est pour ça qu'ils les bloquent, voilà, tout simplement, c'est qu'ils n'ont pas de quoi payer tout le monde. Alors. Et du coup, à la fin de leur message, ils remercient effectivement leur formidable communauté d'être aussi... patient. Ouais, alors moi j'aurais pas dit patient. Une fois de plus, on le répétera jamais assez. Vos tokens qui sont sur des plateformes ne vous appartiennent pas. Et là, Celsius qui bloque l'argent de tout le monde. Bah voilà, il y a des gens aujourd'hui qui voient le Celsius dévissé, qui aimeraient bien vendre ou retirer leur argent et qui ne peuvent pas. C'est ce que j'allais dire, Peter. C'est vrai que c'est bien d'avoir des rendements, etc. Maintenant, à partir du moment où c'est pas sur une clé privée, ça appartient à la plateforme et là, on voit que Celsius, ils font ce qu'ils veulent en fait. S'ils veulent le bloquer, ils bloquent. Tu peux avoir des rendements de 200%, mais si le token il part à zéro, tu peux pas le sortir. C'est ça. Et que tu peux pas y toucher exactement, terminé quoi. Très beau ce que vous dites. Voilà, encore quelque chose qui sert d'exemple pour tout le monde et qui doit nous aider à avancer et à pas faire ce type d'erreur dans le futur. Après, c'est des risques. Hein. Tu t'es bien d'accord que si tu as envie d'avoir de l'argent qui dort et qui ne rapporte rien, c'est un peu chiant. Et quand on dit si tu le mets à disposition de la plateforme, tu peux être rémunéré autour de 20%. C'est tentant. Par contre, les risques sont là, c'est que si votre argent et vos tokens sont sur une plateforme, encore une fois, quelle qu'elle soit, on va parler de Binance aussi, si vos cryptos sont sur Binance et pas sur votre clé Ledger, Binance demain peut décider d'arrêter les retraits. Et qu'est-ce que vous allez faire ? C'est ça en fait. Au vu de ce qui se passe, pour moi, il n'y a aucune plateforme qui est too big to fail en fait aujourd'hui. Même Binance, je suis en train de me dire, mais ça se trouve, ça peut partir à la cave le truc. Bien sûr. Il peut y avoir une annonce, un truc, tu vois. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, franchement, on les enchaîne en ce moment dans le marché crypto. En fait, c'est vraiment le problème des liquidations et de tous les rendements qu'on avait globalement avec la DeFi qui sont en train de tous se percuter et de tous chuter en même temps. Là, alors lui aussi, je vous en avais déjà parlé, c'est tout ce qui est lié à Justinson, donc la blockchain TRX, qui avait lancé donc son stablecoin l'USDD avec un APY à plus de 20%, c'est toujours à plus de 20%, et je vous ai dit attention, warning, ça pue l'effet finalement comme Terra Luna, même si ce n'est pas la même chose, c'est pas un stablecoin algorithmique comme Luna, mais pareil, faire du rendement à 20%, voilà, on connaît maintenant la chanson et voilà, les premières données inquiétantes commencent à sortir au niveau de l'USDD et vous savez maintenant que sur le marché crypto, dès qu'il y a des petites rumeurs, des rumeurs inquiétantes, on aime bien aller foutre tous notre nez dedans. Au final, ce que ça provoque, c'est que les gens qui sont dedans, elles vont retirer et ça lance le cercle vicieux et après c'est inarrêtable. Donc là, attention, je remets un warning sur l'USDD. Si vous en avez, faites attention vraiment. Pour le coup, apparemment, il y aurait encore un manque de transparence de la part de l'équipe donc de TRX au niveau de la collatéralisation. Ça serait pas totalement, l'USDD ne serait pas du coup totalement backable, donc si tout le monde retire, peut-être que tout le monde ne pourra pas être remboursé au niveau de 1 pour 1, puisque le but de l'USDD c'est d'avoir un USDD pour $1 américain, un vrai dollar, et là apparemment ça ne serait pas le cas, donc faites attention, et ça pareil, ça pourrait être aussi un catalyseur de marché, alors moindre que Celsius et que Terra parce que la capitalisation est beaucoup moins élevée, on est sur 718 millions de capitalisation pour l'USDD, mais on a quand même le TRX qui pourrait en prendre un coup très probablement. Et pendant ce temps aux USA, on a le département des services financiers de New York qui a pris des directives pour encadrer les stablecoins ce mercredi 8 juin. En effet, suite au crash de l'UST, le premier régulateur financier des États-Unis a repris des exigences informelles qu'ils avaient eux-mêmes publiées en 2018 et qui vont désormais s'appliquer aux sociétés qui souhaitent développer leur stablecoin adossé au dollar à New York. Et parmi ces directives, on retrouve 4 points. Le premier est que tout stablecoin devra être entièrement adossé à une réserve d'actifs, c'est-à-dire que les stablecoins algorithmiques non backés par des actifs seront interdits.
Le deuxième point est que les émetteurs doivent définir une politique claire sur le rachat des tokens en dollars US. Le troisième point nécessite que les émetteurs devront séparer leurs actifs de réserve de leurs actifs en propriété, ainsi que de détenir leurs réserves dans des catégories d'actifs spécifiques. Et finalement, tout stablecoin devra être audité par un expert comptable indépendant. Et donc ici on voit encore une nouvelle institution étatique qui accélère et durcit la régulation autour des stablecoins suite au crash de l'UST de Terra. La blockchain est l'une des nouvelles technologies les plus prometteuses pour le futur. Alors qu'est-ce que c'est ? Concrètement, le réseau blockchain est un ensemble d'ordinateurs reliés entre eux. Ces nœuds construisent une chaîne de blocs dans lesquels sont enregistrées les informations. Les données sont partagées à tous les nœuds du réseau, leur transmission est sécurisée par cryptage. De nombreuses industries sont en passe d'être complètement transformées dans les 5 à 10 ans à venir, à commencer par la plus évidente, la banque. L'intrusion de la blockchain dans le secteur bancaire n'en est qu'à ses débuts, mais promet de chambouler complètement une industrie qui pèse tout de même la bagatelle de 5 000 milliards de dollars. Dans le monde dans lequel nous vivons, les banques servent avant tout d'intermédiaires sur les marchés financiers afin d'y sécuriser les transactions financières. Elles gardent sur leur serveur une trace de toutes les transactions, de leur montant et des personnes physiques ou morales qui effectuent ces transactions. Cela prend du temps, de l'espace en termes de données et de l'argent pour entretenir le système. C'est là qu'intervient la blockchain. Grâce à sa technologie, elle pourrait remplir la même fonction et enregistrer sur une sorte de grand livre numérisé, sécurisé et inviolable l'ensemble des transactions financières exécutées sur son réseau. L'avantage ? Les transactions sont réalisées en toute transparence puisqu'elles peuvent être consultées par tous directement sur l'explorateur de la blockchain et le partage des informations dans l'écosystème se fait donc beaucoup plus ouvertement. La blockchain permet aussi de réduire le besoin de vérification par des tiers et améliore la rapidité et les délais de traitement des transferts bancaires traditionnels. Si vous désirez avoir le détail de tous ces calculs et des hypothèses faites pour arriver à ces résultats, je vous invite encore une fois vivement à consulter le rapport. Là, je vous ai juste mis les différentes sections avec leurs consommations respectives, mais il y a un travail de recherche gigantesque derrière. Tout est expliqué dans le papier avec les références sur lesquelles Michel s'appuie bien sûr. En tout cas, si nous faisons la somme de tous ces éléments, les systèmes de paiement traditionnels consommeraient au moins 5000 TWh par an, soit environ 60 fois la consommation totale de Bitcoin. Nous ne sommes absolument pas sur les mêmes ordres de grandeur. Alors certains répondront que la comparaison n'est pas forcément équitable car n'étaient pas inclus par exemple les trajets quotidiens des personnes travaillant dans l'industrie du minage ou encore l'énergie utilisée pour l'aération ou la lumière des bâtiments dans lesquels se trouvent les ASICs. Certes, toutefois compte tenu de la taille de l'industrie du minage, pour le moment comparé au secteur bancaire traditionnel, ces éléments ont été considérés comme marginaux et ont été mis de côté pour cette étude. De plus, il n'était pas question ici de prendre en compte l'impact environnemental des déchets électroniques. C'est un autre sujet et ça a donc également été mis de côté pour Bitcoin mais également pour le secteur bancaire. En se basant sur ces chiffres, Michel a ensuite voulu comparer l'efficacité et la puissance des deux systèmes en analysant leur consommation respective d'énergie par transaction. Soyons clairs, cette notion de consommation énergétique par transaction ne faisait aucun sens lorsqu'on comparait Visa à Bitcoin par exemple. C'est comparer une voiture avec une fusée. Par contre, comparer l'industrie des systèmes de paiement traditionnels dans son ensemble avec Bitcoin est complètement différent. Nous avons maintenant deux outils répondant aux mêmes fonctions. En gros, ici on compare bien deux fusées l'une à l'autre et on veut savoir leur efficacité énergétique respective pour catapulter une charge utile dans l'espace. On va donc prendre leur consommation d'énergie à chacune et la diviser par le poids qu'elles réussissent à transporter. Ça nous donne la quantité d'énergie dépensée par kilo. Grâce à cela, on peut savoir laquelle des deux fusées est la plus efficace. On va aussi pouvoir regarder leur puissance à chacune en calculant le temps qu'elles mettent à atteindre l'espace. Eh bien, Michel a appliqué exactement la même méthode pour Bitcoin et l'industrie des systèmes de paiement traditionnels en prenant en compte qu'une transaction sur Bitcoin était bouclée en moyenne en 10 minutes, alors que cela prend en moyenne 2 jours dans le système bancaire actuel. Alors attention, si 2 jours vous paraissent longs, gardez bien en tête que lorsque votre argent apparaît sur votre compte ou que vous avez payé le marchand avec votre carte bleue, la transaction n'est pas forcément terminée. C'est justement ce qui vous permet par exemple de rappeler un virement ou de faire opposition à certains paiements effectués avec votre carte Visa ou Mastercard. Il y a toute une série d'étapes en coulisses que vous ne voyez pas. Avec Bitcoin, en 10 minutes environ, la transaction est vraiment bouclée. Même si on vous recommandera de temps en temps d'attendre plutôt 2 ou 3 blocs pour être vraiment sûr à 100% que la transaction ne sera plus jamais modifiée. Bref, au final, la conclusion du papier est que dans son état actuel, Bitcoin est déjà 20% plus efficace que les systèmes de paiement traditionnels. Parlons maintenant de l'UST, donc Terra Luna, l'affaire dont on a parlé à de nombreuses reprises.
Il y a eu, il y a quelques jours, des rumeurs comme quoi Do Kwon, le fondateur de Terra, aurait retiré régulièrement dans les 80 millions de dollars par mois avant la chute de Terra de manière illégale depuis les wallets associés que possède la fondation Terra. Il y a même eu d'autres rumeurs qui disaient qu'il avait retiré même jusqu'à 2,7 milliards de dollars encore de tout l'écosystème Terra. Et en fait, Do Kwon, il vient de dire, écoutez, c'est n'importe quoi, c'est faux, je n'ai jamais rien retiré, le seul salaire que j'avais, c'était, enfin, le seul argent que j'ai gagné, c'était le salaire que me payait la fondation. Donc bon, il est en train de dire, j'ai aussi perdu la quasi-totalité, j'avais pas non plus autant d'argent que cela. Mais après, il faut pas oublier que Do Kwon, c'est quand même la personne qui avait parié 11 millions de dollars avec deux inconnus sur Internet sur le fait que le cours du Luna allait être au-dessus d'une certaine somme d'ici le 2022 ou 2023. Donc on voit bien qu'il avait quand même beaucoup d'argent. On connaît pas la quantité d'argent exacte qu'il avait, mais il avait au moins 11 millions de dollars, ça on le sait, parce qu'il a même envoyé cet argent à une autre personne qui garde cet argent, qui est en escroc, le temps qui garde, on va dire, cet argent le temps que le pari ait lieu. Et c'est Kobe, d'ailleurs, c'est une figure de crypto Twitter. Donc, c'est pas très clair ce message. Est-ce qu'il est en train de mentir? Possible. En tout cas, il a vraiment dit, je n'ai pas 2,7 milliards, j'ai beaucoup moins. Et on va voir maintenant, surtout, je pense que Do Kwon, il y a pas mal d'enquêtes sur lui et sur tout l'écosystème Terra en Corée du Sud. Donc, s'il y a des choses pas nettes, je pense qu'on le saura prochainement ou au cours des prochaines années. Lorsque la justice finira ses investigations. Et puis oui, en 2035, il n'y aura plus de vente de véhicules thermiques, que ce soit essence, diesel, tout ce qui fait du bruit. Interdiction de l'Union européenne. Attendons-nous donc au développement de toutes ces bornes de recharge électrique un petit peu partout. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.